Dans le grand rendez-vous de l'IA de Smartech, aujourd'hui, nous avons Charles Martinet. Bonjour Charles. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le responsable des relations institutionnelles au Centre pour la sécurité de l'IA, le CESIA. Vous élaborez des recommandations pour la gouvernance internationale et européenne de l'intelligence artificielle. Avec vous, Mehdi Medjaoui. Bonjour Mehdi. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, CEO de Olympe Legal. C'est un assistant IA pour les DPO, pour tous ceux qui travaillent sur la protection des données personnelles dans les entreprises et organisations. Et vous êtes également le fondateur de conférences. Je vous ai rencontré sur la première grande conférence Génération AI et plus connu parce que plus ancien, Happy Days également à votre actif. Alors, je voulais vous faire commenter quelques actualités dans l'intelligence artificielle et notamment parler de Meta AI, puisque ça y est, c'est vraiment une entrée en force, en puissance de Meta sur le marché de l'IA et notamment en Europe. À partir du 27 mai, Meta va commencer à utiliser les données de ses utilisateurs de Facebook, d'Instagram pour nourrir son chatbot, son intelligence artificielle et son grand modèle de langage. Alors, ça a suscité pas mal d'émoi, je dirais. D'un seul coup, les gens se sont dit « Oh, mes données personnelles vont être utilisées par l'intelligence artificielle ». J'ai l'impression qu'à chaque fois que Facebook sort quelque chose qui utilise des données, ça nous met en émoi. Les autres font la même chose quand même, il faut le préciser. Comment est-ce que vous percevez-vous cette arrivée de Meta dans l'IA avec la volonté vraiment d'être une nouvelle puissance parmi les puissances, au même titre qu'un ChatGPT, un Gemini ? En fait, Meta, Mark Zuckerberg s'est cherché. Enfin, il avait Facebook, il a racheté Instagram, il a racheté WhatsApp, et ensuite il s'est rendu compte que c'était compliqué. Il a essayé d'aller dans le métavers en rebaptisant la société Meta. Et donc là, il sent que c'est l'IA qui est la grande tendance. Donc c'est pour ça qu'il met tout sur l'IA. Puis il a même changé de style, il a changé tout de manière de parler, de penser, enfin ce genre de choses. Et même si c'est pas vraiment nouveau, parce qu'il faut quand même rappeler dans l'histoire de Facebook, les chatbots, ça fait longtemps que c'est un projet de Mark Zuckerberg de créer justement des applis dans Facebook pour discuter avec les utilisateurs, pour leur faire des recommandations de shopping. Ça fait longtemps que ce projet est là. Hein. En 2014, il avait racheté, je crois, 8.ai, Alexandre Lebrun, qui maintenant travaille chez Meta. Ouais. Il avait déjà commencé l'ère des chatbots 2015-2016, mais ça ne marchait pas aussi bien que maintenant. Et aujourd'hui, oui, quand on attend tellement de données, quand on est une application avec plus de 2 milliards d'utilisateurs, oui, on a envie de faire de l'IA parce qu'on sait que c'est la donnée qui va permettre de gagner la bataille. Et donc là, il essaye, et ça va être intéressant d'en discuter dans un deuxième temps, mais il essaye de montrer qu'il le fait en respectant les règles, alors que comme vous le disiez, OpenAI, Meta, Anthropic et tous les autres ne respectent rien du tout. Là, ils font semblant. Vous parlez de X aussi, peut-être XAI, ouais. Là, ils font semblant dans un contexte qui est intéressant, et on aura l'occasion d'en reparler, mais ça s'est joué, c'était très politique. Quand vous dites qu'ils ne respectent rien les autres, il y a quand même les règles en Europe aujourd'hui qui imposent de respecter la protection des données personnelles. Est-ce que vous êtes plus inquiet aujourd'hui qu'hier, par exemple ? Alors, tout à fait. Ce n'est pas forcément très étonnant de la part de Meta. Comme le disait Mehdi, ils ont un nombre d'utilisateurs et une quantité de données absolument énorme qu'ils peuvent utiliser pour entraîner leur modèle d'IA. Il faut quand même dire que ça ne s'appliquera pas aux échanges privés sur les applications de messagerie. Pas sur la messagerie WhatsApp. Exactement. Ouais. Mais ça s'appliquera aux posts qui sont publics et aux échanges faits par les utilisateurs avec les chatbots IA. Oui. Il y a une possibilité de dire qu'on ne veut pas que ces données soient utilisées par Meta, mais ce n'est pas un simple réglage à changer, il faut envoyer un formulaire. Donc il y a quand même, ils essaient de mettre en place des mécanismes qui font que ça sera systématique. C'est assez inquiétant de mon point de vue. Pourquoi ? De par l'histoire de Meta. On se souvient du scandale Cambridge Analytica qui avait mené à des violations massives de la vie privée de millions d'utilisateurs. On voit aussi, dans le domaine de l'IA cette fois-ci, Meta a lancé son premier modèle open source, Llama, en 2023. Il a fallu attendre 2 ans avant de savoir quels étaient les mécanismes de sécurité mis en place, comment est-ce qu'ils évaluaient leur modèle, et c'est assez inquiétant de ce point de vue-là. Mehdi, vous partagez cette inquiétude ? Alors, quand on n'est pas au courant, c'est inquiétant. Quand on est au courant, c'est normal. Parce que, si vous voulez, tout le monde fait ça. Toutes les grandes boîtes de l'IA font ça. Et c'est aussi une logique de la Silicon Valley qui est ask for forgiveness, not for permission. Ne demandez pas la permission, vous demanderez pardon. Une fois que ce sera plus tard, vous négocierez avec les lois. Et c'est exactement ça. Il y a Pierre-Carl Langlais, qui est un chercheur et entrepreneur de la société Playas. Il a montré
que, surtout sur le dernier modèle d'image, vous savez, avec les studios Ghibli et tout ça, aujourd'hui, les modèles s'entraînent sur toutes les données, ne respectent absolument rien. Par contre, c'est a posteriori qu'on va filtrer. On va refiltrer, c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'amusent à casser les filtres pour retrouver qu'en fait, ils n'avaient rien respecté. Donc en fait, aujourd'hui, on ne respecte pas a priori, on prend tout et ensuite on filtre. Et c'est à peu près ce qu'on peut imaginer sur tout ce qui s'est passé. Et le fait que sur XAI, sur X ou même Facebook, les données soient gardées par les entreprises, ça, les autres ne peuvent pas y accéder. Donc c'est un actif qui est différenciant. Mais aujourd'hui, c'est inquiétant, mais quand on ne le savait pas. Mais quand on le sait, en fait, c'est déjà le cas. Et je prends juste Et on a des moyens de se protéger. Il y a quelques moyens de se protéger, mais vous savez, c'est Montesquieu, la force s'oppose à la force. Hein. Il faut absolument avoir le même niveau de force. Il y a quelques moyens de se protéger. Je prends l'exemple, il y a un droit dans le RGPD, il ne respecte pas grand-chose, mais celui-là, il le respecte. Si vous demandez à vos données soient effacées, mais il faut faire un mail, un formulaire, ce genre de choses, effacées, je parle, vous n'apparaîtrez plus dans les résultats, par exemple, d'OpenAI. Il y a un avocat américain qui s'appelle Jonathan Zittrain. Si vous tapez son nom, ça fait bugger OpenAI immédiatement parce qu'ils savent qu'il a demandé à ce que ce n'est pas le cas. Ou Disney. Si vous demandez une image faite par Disney, ça bug automatiquement parce qu'ils savent que Disney va les attaquer immédiatement. Mais avec RG, vous pouvez demander des images de Tintin ou autre chose. Ils n'ont pas peur et donc ils y vont. Donc c'est vraiment la force s'oppose à la force. Et il reste très peu de force européenne pour s'opposer à tout ça. Comment on se protège alors chaque individu? On refuse absolument tout partage avec ces chatbots finalement. On peut refuser, mais c'est aussi, ça passe aussi par des actions au niveau européen. On a des cadres de loi qui sont en train d'être mis en place au niveau européen, à la fois sur le copyright, mais aussi sur les enjeux d'évaluation, sur les enjeux d'atténuation des risques, qui peuvent éviter faire en sorte que le développement soit fait de manière responsable et protéger les utilisateurs des plus grands risques. Après, ça reste compliqué. Là, Mehdi parle de rapport de force, c'est effectivement l'enjeu. Et puis, ils sont tellement déjà avancés, finalement, dans cette captation de données personnelles, pas que personnelles, de données tout court. De données tout court, exactement. Ouais. Donc, il y a aussi l'enjeu de créer des concurrents, en fait, en Europe. Et on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans l'émission, mais c'est le moyen de peser dans le rapport de force. Oui. Alors, moi, je voulais juste... Oui, pardon, Mehdi. Non, je veux juste dire, il y a aussi une assez grande forfaiture de l'Europe par rapport à ces sujets. C'est-à-dire parce qu'en 2024, Meta a essayé de venir et d'entraîner ces données sur l'IA. Oui. Et ils lui ont dit non, il faut le consentement de l'utilisateur, comme le RGPD, les lois le donnaient. Au bout d'un an de tractation, lobbying ou ce genre de choses, on est passé de l'intérêt du consentement à l'intérêt légitime. C'est une exception en fait qui est prévue dans l'AIA Act, c'est ça hein. Alors là, c'est même le RGPD. Dans le RGPD. C'est dans le RGPD, c'est de l'intérêt légitime, c'est-à-dire qu'avant, si j'ai pas besoin de vos données, mais je vous les demande gentiment, je dois avoir votre consentement actif, positif, éclairé. Je dois dire oui. Et en fait, ils ont négocié avec l'autorité de la CNIL irlandaise pour arriver à un débat où ils arrivent à dire maintenant, il faut que les gens s'opposent à un intérêt légitime. J'ai un intérêt légitime à utiliser ces données. Je veux améliorer l'application pour eux. C'est un intérêt légitime, je n'ai pas à leur demander leur consentement, l'intérêt légitime. Et ce qui s'est passé... C'est un peu comme l'intérêt légitime pour un chercheur, pour un grand sujet de recherche, en fait, ça lui donne une exception au RGPD. C'est pas tellement une exception, c'est un autre cadre qui a moins de contraintes et moins de respect de l'utilisateur. Okay. Et juste pour finir, donc l'autorité de contrôle irlandaise a dit OK pour l'intérêt légitime. Les CNIL européennes avaient 3 mois pour contredire la décision, la CNIL française qui est quand même assez forte avait, et puis finalement ils ont décidé de ne pas opposer, de ne pas y aller, et ils ont juste communiqué sur le fait que attention, il va falloir sortir vos données, faire un opt-out. Mais donc si vous voulez, ils accompagnent la décision plutôt que de la challenger, parce que Meta est basé en Irlande, et en Irlande l'autorité de contrôle est moins stricte que la CNIL française. Ouais. Donc il y a de la géopolitique derrière. Absolument. Alors, mais juste... Comme ça, pour savoir, ça veut dire que vous allez vous opposer, vous allez utiliser cette case opt-out ? Moi, oui, je comprends ce qui se passe, donc à la rigueur, je vais voir, je vais m'opposer. Mais je fais même partie d'une class action aux États-Unis, quand je vivais là-bas, Cambridge Analytica, où Facebook a dit on va donner 800 millions de dollars de dommages et intérêts à tous les gens qui font la demande dessus. Je fais même partie de cette class action-là. Je ne suis pas forcément un activiste, mais quand je peux, j'évite. Voilà, d'accord.
Et vous, Charles? A priori, oui. Si le formulaire, je parviens à le trouver, j'essaierai de le remplir. Voilà, vous allez voir, il y a plein de sites internet qui détaillent les manipulations. Alors, je voulais vous lancer sur le projet de CERN européen pour l'intelligence artificielle. Vous aviez commencé à nous en parler, Charles, lors de votre premier passage. Rappelez-nous un peu quel est le concept. Tout à fait. Alors le CERN, tout d'abord, c'est une initiative, une coopération intergouvernementale lancée après la Seconde Guerre mondiale pour mener à bien des recherches en physique des particules. C'est dans le contexte de l'IA, l'idée, c'est que l'Europe est dépassée par les États-Unis, par la Chine, même par le Royaume-Uni, et que ça serait une occasion pour elle de se positionner. Premièrement, la première étape, ça serait pour les gouvernements européens de s'associer pour investir dans la puissance de calcul en commun. En ce moment, on a beaucoup d'efforts différents qui sont un peu dispersés. L'idée, ce serait de réduire cette duplication des efforts pour investir. En Europe, on a une excellente communauté scientifique, on a une énergie bas carbone, on a beaucoup d'avantages qu'on peut utiliser et qu'on peut mettre à profit à travers une initiative comme un CERN pour l'IA, donc une coopération scientifique intergouvernementale. Ça, c'est la première étape. À l'avenir, ça serait aussi intéressant d'accepter d'autres pays dans cette initiative européenne. L'idée, c'est que... Extra-européen. Exactement, extra-européen. Pourquoi ? L'idée, c'est que la compétition, l'environnement stratégique actuel, il est caractérisé par de grandes puissances dans l'IA, mais aussi de manière générale, la Chine, les États-Unis. C'est une dynamique de course. Ça mène ces pays à éviter, par exemple, de réguler l'IA pour garder leur leadership et leur suprématie. Le problème, c'est que ça mène à des risques. On le voit très bien au niveau des entreprises. OpenAI, qui fait face à beaucoup de concurrence, a réduit la durée de temps qu'elle donnait à des évaluateurs externes pour tester leur modèle. Donc c'est passé de quelques mois, il y a plusieurs années, à maintenant quelques jours récemment pour leur dernier modèle. Et cette dynamique, elle s'applique aussi à la compétition entre États. L'idée, en concentrant la recherche et le développement de l'IA les plus avancés dans un projet international collaboratif, ça serait d'éviter ce genre de dynamique de compétition ou de concurrence extrême pour que ce développement soit fait avec des normes de sécurité élevées, avec la communauté scientifique internationale et d'éviter les déboires potentiels. Mehdi, ça vous inspire quoi, cette idée, CERN européen de l'IA ? Alors, l'idée est très intéressante, mais c'est pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait et donc, il y aurait de super avantages à faire un CERN de l'IA. Tout d'abord, les chercheurs auraient accès à une capacité de calcul à l'échelle d'un GAFA. Donc ça, à l'échelle d'un Google, d'un Amazon ou d'un OpenAI, donc à peu près 100 000 processeurs, 100 000 cartes dessus. Aujourd'hui, aucun chercheur vraiment n'a accès à ça, hormis dans ces sociétés-là, XAI ou autres. Ça aurait un avantage aussi de leadership. Avec tous les chercheurs qui veulent partir des États-Unis, on aurait enfin une entité de recherche à la pointe. Parce qu'il faut savoir aussi que énormément de thésards aujourd'hui sont pré-embauchés par Meta, par OpenAI en amont. Le projet FAIR, par exemple, que Liliane Lequin avait fait à Paris, c'était exactement ça. Mais donc, ils sont déjà en thèse, ils sont déjà embauchés chez Meta en thèse. Donc, ça redonnerait un leadership sur la recherche dessus. Ça aurait d'autres effets positifs, de la coopération, des résultats. Financer une IA... Je sens arriver quand même le mais... Ah oui, il arrive. Financer une recherche aux valeurs européennes en contrepartie d'une recherche américaine. Les valeurs, les RGPD, les AI Act seront directement dedans. L'enjeu, c'est attention, c'est quand même de l'argent public, c'est de l'argent du contribuable, qui part déjà des labos de recherche. Il y a un réseau qui s'appelle ELIS, de laboratoires de recherche dans l'IA. Il y en a 40 distribués. Ça risque de sucer tout cet argent-là dans une seule entité très centralisée, très étatique, multi-étatique. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un autre point aussi de gouvernance. On est quand même il y a l'extrême droite en Europe qui est pro-Trump, pro-Musk. Qui a attaqué, je ne sais pas si vous avez vu, HelloKitties, vous savez, quand ils ont voulu sortir de X créer un outil pour justement pouvoir migrer toute sa communauté de Twitter X vers Blue Sky ou d'autres plateformes décentralisées. Voilà, ils les ont attaqués assez violemment après dessus. Et puis attention, le dernier point, c'est qu'on est aujourd'hui dans l'ère de l'usage de l'IA. Yann Lequin, Luc Julia et Ilian Sutskever, qui sont des fondateurs de OpenAI ou des grands chercheurs, ont dit qu'on avait atteint un point dans la recherche, un point d'arrêt. On n'a pas de nouveaux concepts scientifiques qui vont révolutionner l'IA. Donc aujourd'hui, on est dans l'ère de l'usage, dans l'ère des applications. On n'est plus dans l'ère de la recherche fondamentale, en tout cas pour les 5-6 prochaines années.
c'est l'enjeu des agents, donc de l'usage. Et donc là, si on fait un Cernelia pour gagner les 5, 6, 7 prochaines années, on a complètement tort. Si c'est pour gagner les 20, 30 prochaines années, là, c'est le cas. Mais attention, qu'on ne se trompe pas, c'est quand même l'argent du contribuable. Qu'est-ce qu'on est en train de gagner et surtout, qu'est-ce qu'on est en train de ne pas gagner. Et puis, comment on s'entend à plusieurs États, si c'est même au-delà de l'Union européenne. Alors, il ne nous reste plus qu'une minute. Je voulais vous partager, puisque justement, on est dans cette période de cas d'usage. C'est le moment ou jamais de partager des petits usages que vous avez trouvés chouettes. Donc, moi, je vous partage le mien. Moi, j'ai été absolument bluffée par Notebook LM de Google. Alors, la punchline est quand même tueuse. Réfléchissez mieux sans réfléchir plus. Ça m'a un peu inquiété. Mais le résultat est sympa. En fait, on peut lui demander de compiler des tas d'informations sur un sujet et de le retranscrire sous forme d'un podcast. C'est super bien joué, ça prend quelques minutes. Les voix jouent les hésitations humaines. Enfin voilà, ça m'a beaucoup amusé. Votre appli. Je me permets juste sur Notebook LM, ma femme organise l'un des plus gros festivals de podcasts de France, qui s'appelle La Claque à Marseille, et c'est le sujet. Ah bah ça ne m'étonne pas. Quoi. Voilà, donc c'est ça. Moi, c'est Kinetics. C'est aujourd'hui, quand vous faites générer des vidéos, très souvent, ça fait des mouvements bizarres. Des gens qui dansent, les modèles ne savent pas faire. Mais là, si vous vous enregistrez, vous faites un geste, le personnage qui était dans la vidéo refait les mêmes gestes que vous avec une précision assez incroyable. Et c'est une start-up française, Kinetics. Kinetics, voilà. On les a reçus dans Smartech. Super. Et moi, ça sera moins original, ce sera d'OpenAI, le dernier modèle O3, donc, qui est assez intéressant, donc qui a plein de capacités assez impressionnantes. Une qui est assez intéressante et un petit peu inquiétante. Vous lui donnez une image d'un lieu que vous avez pris dans la rue, par exemple, et le modèle va analyser les différentes parties de l'image et vous dire avec une précision assez incroyable où est-ce que l'image a été prise. Ah, c'est génial, parce que je connais une application où on doit, c'est pour rapport à la géographie. Exactement, GeoGuessr. Voilà, exactement. Comme ça, on peut gagner à ce jeu-là. Et ben, super, merci beaucoup à tous les deux. Charles Martinet, je rappelle que vous êtes responsable des relations institutionnelles au CESIA et Mehdi Medjaoui, le fondateur notamment de Génération AI et Happy Days. Merci encore. Merci à vous.